nous sommes réunis ici aujourd'hui pour que je vous démontre l'énoncé suivant. La peur de l'ennui est la seule excuse du travail. Jules Renard. Quand j'ai lu le sujet la première fois, je me suis dit, chouette, la peur du travail est la seule excuse de l'ennui, facile, j'avais fait ça en 1 heure, et après je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Bon. J'ai donc pas dormi de la nuit, j'ai donc travaillé, mais je ne me suis pas ennuyé. Cette phrase est géniale. Monsieur Renard, avec cette phrase, a compris comment le monde avait été créé et comment l'homme avait été créé. Dieu, seul dans son coin, a fini par s'ennuyer. Il a décidé de travailler 6 jours, de se reposer le 7e, et depuis il ne s'est plus jamais ennuyé puisqu'il nous regarde tranquillement avec un saladier de popcorn, de pied en éventail. Pour prendre un exemple plus proche de nous, cette phrase aussi perce le secret du travail étudiant. On se met au boulot que quand on a regardé toutes nos séries et qu'on n'a plus rien à faire. Mais évidemment, ça ne va pas vous suffire. Je vais donc définir les termes du sujet pour vous exposer ensuite que la peur de l'ennui est en effet la seule excuse pour travailler. La peur, d'abord. C'est un sentiment violent qui nous pose à faire des choses parfois irrationnelles, comme travailler. Personne saine d'esprit ne peut pas travailler. L'ennui. Selon le Larousse, l'ennui est un désœuvrement lié à l'inactivité, c'est-à-dire se faire chier comme un rat. D'ailleurs, si le rat s'ennuie, c'est parce qu'il ne travaille pas. Un rat qui travaille, oui, ne s'ennuie pas. L'excuse, c'est une raison pour se justifier. Et enfin, le travail, je suppose que vous êtes tous familiers avec le concept, vous ne seriez pas ici sinon, sauf ceux qui sont familiers avec le concept de coup de bol, ça arrive. J'en vois qui doutent parmi vous. Est-ce que la peur de l'ennui existe vraiment? L'ennui nous fait-il sursauter? Non, évidemment, je ne suis pas seul, assis comme ça dans ma chambre. Ah, l'ennui! Non. Non. L'ennui, c'est se sentir profondément inutile. Sentir que cette journée n'apportera rien et qu'on n'apportera rien aux autres aujourd'hui. Et donc cette sensation est extrêmement désagréable et quand on l'a connue une fois, on ne veut plus jamais la connaître. On veut travailler et se rendre utile pour nous et pour les autres. C'est comme un enfant non désiré, après le premier on se protège. Le travail c'est l'épanouissement. Le travail est stimulant. Le travail nous donne des objectifs que nous cherchons à accomplir. François Gaston de Lévy disait que l'ennemi est l'ennui et que le remède est le travail. Eh bien, je peux vous dire que pendant mon stage à Londres, je faisais 9 heures d'Excel par jour et je ne me suis jamais ennuyé. C'était formidable. Tableau croisé dynamique, des formules. On continuait même en after work, on parlait toujours Excel, en buvant des bières. C'était génial. Londres est d'ailleurs une ville très ennuyeuse, heureusement que j'avais un travail. Ce que disait Pascal, c'est que le travail est un divertissement. Et l'homme a besoin de divertissement. Car il ne peut pas rester seul dans une chambre à s'ennuyer, et c'est là son plus grand mal. Parce que rester seul dans une chambre à s'y ennuyer, pour Pascal, c'est mourir. Vous avez peur de la mort. Tout le monde ici a peur de la mort. Vous avez peur de vous ennuyer et de mourir. Et c'est pour cela que la peur de l'ennui est une très bonne excuse pour se mettre au travail. Mais je vais maintenant vous montrer que c'est la seule excuse valable pour se mettre au travail. Admettons qu'il y en ait plusieurs. Excuse que j'avais entendue par-ci par-là, que j'avais lu dans les journaux. C'est un certain François H. en 2012 avait pris comme excuse le redressement économique de la France pour se mettre au boulot. On voit où on en est aujourd'hui. Une rejetée. Mon contradicteur, s'il ne s'est pas ennuyé hier soir et a travaillé, parlera sans doute de travail alimentaire, remplir son assiette, gagner sa croûte. Eh bien, le travail alimentaire, encore une fois, c'est une peur de l'ennui qui est déguisée. Puisque remplir son assiette avec 2 pauvres pommes de terre qui se battent en duel, c'est ennuyeux. Les pommes de terre aussi s'ennuient d'ailleurs. Elles sont toutes seules dans l'assiette. Non. On veut des beaux plats, plein de viande, de légumes, etc. Des assiettes qui donnent envie. Là encore une fois, on essaie de combattre la peur de l'ennui en travaillant. Une autre excuse serait un travail rémunérateur, un travail qui permet de gagner sa vie, de se payer des choses agréables, des belles voitures, de belles maisons, de beaux voyages. Mais encore une fois, pourquoi se paye-t-on tout ça? Pour ne pas s'ennuyer, pour ne pas rester chez soi, à Melun ou à Evian. Non, on veut partir à Bora Bora. Et ça, sans un travail, ce n'est pas possible, puisqu'il faut gagner sa vie, et donc faire des choses agréables qui ne sont pas ennuyantes. Enfin, on pourrait essayer de gravir l'échelle sociale, se créer une situation, une place dans la société, participer à des cocktails mondains, boire du champagne, faire des vitraux avec ses amis, monter des étalons et jouer au polo. Non, tout ça, encore une fois, c'est pour tromper l'ennui.
fait du sport, on sort, on voit des amis, parce que sinon on s'ennuie et on finit par en mourir. Une excuse que j'apprécie particulièrement est celle que les gens utilisent quand ils sont dos au mur. Alors, travailler dos au mur, voilà. Est-ce que vous avez envie de travailler comme ça? Non, ce n'est pas possible d'ailleurs. Je ne peux pas écrire avec ma main gauche sur mon calepin. C'est impossible de travailler dos au mur. Bref, vous avez compris, des excuses, il y en a des centaines, mais aucune d'elles ne vaut l'excuse de la peur de l'ennui. Et il y a donc plein d'autres excuses envisageables, mais celle qui est valable finalement, c'est que ma peur de s'ennuyer et aussi la peur de l'ennui que nous amènent les autres. Finalement, il y a une espèce de cercle qui se crée. On travaille pour soi, mais aussi pour éviter les autres. C'est-à-dire que le travail est une excuse parfaite quand quelqu'un veut de nous quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Mise en situation. Chérie, on va dîner chez ma mère. Oh non, j'ai un PPT, je suis un bouquet, j'ai nagé de ma mini. Voilà. 100% des couples ont vécu cette situation. Et si, j'insiste sur le 100%. Et tout le monde sait qu'un dîner chez la belle-mère, ce n'est pas facile. Voilà. On veut donc travailler le plus possible pour éviter ce genre de désagrément. Bref, la peur de l'ennui est la seule excuse pour travailler, et le travail nous excuse de l'ennui. Merci. Chères toutes, chers tous, bonjour. Cher jury, cher Verbatim, bonjour et merci d'être là. Enfin, merci pour Verbatim, c'est plutôt pour être poli. Parce que ça fait 2 semaines qu'on se tape la peur de l'ennui, la peur et le lierre dans la tête. Alors soit vos soirées recherche de sujets sont un peu banantes, soit vous nous prenez, Ryan et moi, pour, disons-le, des fanfreluches, des faquins, de l'opette, quoi. Oh non, pas du tout. Pas du tout, nous n'avons pas peur et nous allons prendre le sujet à bras-le-corps. La peur de l'ennui est la seule excuse du travail. Nous, on est contre. Et pourquoi on est contre? Pas seulement parce que c'était marqué dans votre mail. Pourquoi on est contre? Parce que c'est le genre de vérité qui, certes, peut trouver des argumentations, comme l'a très bien fait mon comparse Arthur, mais qu'il ne faut pas trop vite proliférer. En clair, je m'explique. Ce genre de vérité, au sein d'une institution de la future élite française qui est de M Lyon, trop vite proliférée, trop vite répandue, peut amener à de bien piètres conséquences. Ce serait comme au milieu d'un sermon du père Didier à Saint-Quentin-en-Yvelines, un gamin qui gueulerait la religion n'est qu'une secte qui a réussi et qui s'enfilerait en courant. Ce serait hyper dangereux pour l'église de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et le dimanche prochain, les paroissiens se retrouveraient tout seuls, sans le père Didier qui déprouverait et sans ce petit qui est parti loin d'ici. Mais revenons, je m'égare par Dieu, je m'égare. Gare par Dieu. C'est la meilleure des prochaines minutes. Alors, non, donc, je m'égare, disais-je. Revenons à notre sujet et définissons comme il est de coutume les termes de ce sujet. En bon internaute 2.0, nous sommes allés vagabonder sur les forums de l'internet mondiaux pour découvrir sur jeuxvideo.com, grâce à Kevin du 69, que la peur, c'est pas cool. Mais en continuant plus loin dans nos recherches, nous retournons sur Wikipédia qui a joint à une définition peu claire quelques synonymes. La peur, c'est cette lettre ouverte depuis 2 semaines du Trésor public que tu n'as pas vraiment envie de lire. La peur, c'est ce lendemain de soirée et ce sentiment gênant au moment de vous soulever la couette. La peur, c'est Bernard Belleton. Wikipédia, ce n'est pas un site fiable, comme chacun le sait. C'est pour ça que nous ne continuerons pas sur cette définition. Ce n'est pas la vérité Wikipédia. Néanmoins, disais-je, cela nous conduit à définir notre seconde partie, l'ennui, puisque la peur et l'ennui sont liés dans notre sujet, la peur de l'ennui, et la définition de Larousse que citait Arthur et que je voulais moi-même citer. Il m'a coupé l'herbe sous le pied, mais ça ne me dérange pas, j'ai toujours préféré les blondes aux rousses. Tout ça pour dire que cette définition, pardon pour cette blague légère, cette définition nous renvoie à une vérité, une
une vérité, ou plutôt un a priori trop vite accepté. L'ennui, on devrait en avoir peur. Or, c'est faux. Moi, je n'ai pas envie d'avoir peur de l'ennui, et je vous le dis. C'est pour ça que ma première partie constituera un éloge pur et simple de l'ennui. Continuons maintenant. La seule excuse du travail, le travail. Est-ce que je vous ferai la honte de définir ici ce qu'est le travail? J'espère que je n'en aurai pas besoin. Néanmoins, c'est utile à ma démonstration de plan, puisque j'aime bien faire mes plans tout droit. Je suis quelqu'un de droit dans ses bottes. Et j'adore cette expression droit dans ses bottes. Et vous pouvez me croire en expression, je suis une vraie pointure. Le travail, disais-je, ça nous amène à notre seconde partie. Pourquoi toujours voir le travail comme quelque chose de nul, d'ennuyeux? Le travail, ce n'est pas chiant, et bien au contraire, c'est pour ça que notre seconde partie s'appellera « Le travail n'est pas chiant ». Mais venons-en aux fêtes, puisqu'il n'y a que les fêtes qui comptent, et vous le savez ici à l'UAMILO. C'est pas chiant. L'ennui, pourquoi en faire l'éloge, pourquoi le louer, pourquoi en venir à aimer ce sentiment que Larousse dont Larousse nous conseille qu'il est mauvais et qu'il est mélancolique? Eh bien, tout simplement parce que vous serez en droit de me juger un peu trop folâtre, idéaliste, mais pour moi, l'ennui, c'est une résistance face à ce monde qui court trop vite, face à ce monde qui nous oblige à toujours optimiser, à toujours capitaliser, à toujours penser à demain, à toujours penser à l'après. Oui, l'ennui est bon. S'ennuyer, c'est bon. Moi, j'aime me beurrer la biscotte. J'aime ne rien faire. J'aime être au calme. C'est tout. C'est tout. Pourquoi on devrait en avoir peur de l'ennui? Tout bon businessman qui se respecte, qui connaît ses classiques, lui-même sait, après une longue carrière, qu'au final, il aurait peut-être aimé être un artiste. Non? Eh bien, pardon pour cette blague encore une fois, mais tout ça pour dire qu'il est honteux qu'il soit légitime qu'au businessman en crise de la quarantaine de se rendre compte que c'est bon de s'ennuyer. Oui, c'est bon de s'ennuyer. Et ce monde condamne un peu trop vite les tirs au flanc, les laxistes, les rêveurs. Au final, on dit toujours que les branleurs seraient un frein. Vraiment, il y a 2 semaines, le site de divertissement pour adultes, Pornhub, révélait qu'il avait inventé le Wank Band. Qu'est-ce que le Wank Band? C'est un bracelet qui crée de l'énergie cinétique à partir des mouvements frénétiques et réguliers de la main de son porteur. En clair, vous pouvez être un branleur et contribuer au développement des énergies renouvelables, et ainsi améliorer le monde. Et votre facture EDF. Pourquoi faudrait-il condamner l'ennui systématiquement? Notre monde nous sollicite toujours dans une espèce d'éthique protestante à l'action immédiate, à la rentabilisation. Et à une époque hyper agitée, on n'a plus le droit de s'ennuyer. On n'a plus le droit de flâner le long des quais, le dimanche au soleil à Bamako ou à Lyon ou ailleurs. Mais ici, ce que je voulais vous dire, c'est que non seulement l'ennui est chouette, mais il y a un bon ennui. De même qu'il y a un bon chasseur et un mauvais chasseur, il y a un bon ennui et un mauvais ennui. Oui, l'ennui est bon. C'est cool. Pourquoi? Aussi parce que l'ennui est source de création. Oui, il me vient à l'esprit comme ça, naturellement. C'est pas préparé. Une phrase de Maître Steve qui disait « Je préfère engager quelqu'un de paresseux pour faire un job difficile parce que je suis sûr qu'au moins il trouvera un moyen plus facile de le faire. » Pourquoi? Parce qu'il aura su écouter son propre ennui. Il aura su le savourer. Il aura compris qu'il faut garder du temps pour s'ennuyer. Et croyez-moi, en termes de job, Steve, il s'y connaît. Et c'est aussi en ne faisant rien, en laissant la vie suivre son cours, qu'on en apprend beaucoup sur l'environnement, qu'on en apprend aussi beaucoup sur soi-même. Si Isaac Newton s'était jamais calé à chiller le long d'un arbre, le long d'un pommier, il n'aurait jamais découvert tout ce qu'on lui connaît après. Pourquoi? Parce qu'il a su écouter l'environnement, il a su recevoir cette pomme qui tombait juste pour lui. Mais c'est aussi
dans ces moments-là d'ennui que se créent les meilleures idées, les rêves les plus fous. John Lennon ne disait-il pas du haut de sa carrière, You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Et il avait raison, ce n'est pas le seul. La plupart des inventions les plus utiles de ce monde ont été faites dans des moments d'ennui. N'y a-t-il pas quelqu'un un jour qui s'est ennuyé au point d'aller checker si les pieds des vaches faisaient pas quelque chose? Sans cet ennui-là, pas de lait, pas de beurre, pas de céréales le matin. Rien, au final, quand on y pense. Mais l'ennui, ce n'est pas que de la détente, ce n'est pas que de l'art, ce n'est pas que... C'est aussi des questionnements, des vrais bilans. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi? Et la suite. Et vous savez très bien, aujourd'hui, que la philosophie, le questionnement éthique est une vraie marche en avant. Ce n'est pas qu'un ennui mortel, lent, qui ne sert à rien. Il ne faut pas avoir peur de l'ennui. Si certains s'étaient posés à un certain moment les bonnes questions, peut-être que le monde tournerait plus rond. Peut-être que s'ils avaient eu moins peur de l'ennui, nous aurions aujourd'hui moins peur de notre monde. Un exemple. Qui suis-je? Nabila Benatia. Que suis-je en train de faire? Je suis en train de planter mon mec parce qu'il a insulté bébé, et ainsi, je vais mettre un terme à ma carrière brillante dans le paysage audiovisuel français, ainsi que dans la littérature. C'est dommage, Nabila. T'aurais dû poser les bonnes questions et t'ennuyer un peu au lieu d'agir trop vite. De même, Kanye West, au moment d'appeler son fils de nom à cadran de boussole, aurait pu peut-être se poser les bonnes questions. De même, Adolf Hitler, au moment d'arrêter les beaux-arts. De même, vous m'avez compris. Un bon ennui vaut toujours bien mieux qu'un mauvais travail. Et c'est ainsi que s'achève la première partie. La deuxième sera moins longue, rassurez-vous. La deuxième nous incite comme me contredisait Arthur avant même que j'ai commencé, à envisager les bons aspects du travail. Les bons aspects du travail, c'est la satisfaction du devoir accompli. Donc, quand on a fini sa journée à 18h, c'est la satisfaction de voir dans les yeux de son petit enfant qui demande « Qu'est-ce que tu fais, papa ?» De pouvoir lui expliquer ce qu'on fait, papa. De pourquoi il est là. Il y a énormément de déterminants qui poussent à l'action, au travail, et là-dessus, Weber ne contredira pas. Mais assez de réflexion philosophique, pourquoi on travaille? C'est aussi pour le fric, merde. C'est aussi pour le blé. Il y a un moment, il ne va pas falloir se mentir, la peur de l'ennui est la seule excuse du travail. Non, le blé est la seule excuse du travail. Je suis désolé. Quand on part au travail le matin, alors oui, il y a cette question de salaire, mais vous me traiterez vite de cupide et loin, c'est pas du tout mon genre. Au contraire, quand on part le matin, on ne va pas juste chercher un salaire, on va chercher aussi ce qu'on trouve là-bas au travail. On a un costume quand on est au travail. On n'est pas juste monsieur machin, on est monsieur machin l'expert comptable, monsieur machin le policier, monsieur machin le prof. On parle à ses élèves, à ses clients, à ses patients, à ses collègues. On est quelqu'un et on parle à quelqu'un. En clair, le travail, c'est aussi un statut social et des rencontres multiples et fructueuses. Comme la petite Stéphanie qui vous fait un clin d'œil en passant dans le couloir du service comptable. C'est sympa, des petites rencontres multiples et agréables. Je pourrais continuer ainsi à insister sur le rôle du travail dans la société et citer en la matière des maîtres sociologiques tels que Schultz, tels que Parsons, tels que Bourdieu, mais je ne sais pas si vous êtes assez digne de profiter de ces précieuses minutes d'ennui. Oui, parce que j'aime l'ennui, encore une fois. Travailler, donc, ce n'est pas seulement chercher à gagner sa vie, ce n'est pas seulement chercher à gagner un statut social. Travailler, c'est choisir quelque chose qu'on aime, embrasser une passion et la vivre au quotidien. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie, disait Confucius. Une phrase que tous les fonctionnaires français ont bien compris. Si l'argent... Excusez-moi. Si l'argent n'est pas le seul moteur, le statut social n'est pas le seul moteur non plus, le bonheur en est un très important. On peut se plaire au travail, on doit se plaire à son travail, peu importe ce que l'on fait, qu'on soit conducteur de bus, enseignant ou encore policier. Si, ça arrive. Mais on peut également s'ennuyer au travail. Et là, Jules Renard est dans la merde. Parce que on peut s'ennuyer au travail et le travail n'est pas un remède contre l'ennui. Or, je m'explique. Si le travail est le seul échappatoire de l'ennui, or, il n'est pas logique que l'on puisse s'ennuyer au travail. Sinon, on vient chercher un remède à l'ennui en trouvant de l'ennui et ainsi on reste dans l'ennui. Or, moi j'adore l'ennui, mais c'est pas le problème
tout le monde ne partage pas mon point de vue. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup s'ennuient au travail et ce n'est pas pour rien que cela vient d'un mot latin qui signifiait torture. Je pense que beaucoup s'en rappellent en rentrant dans l'amphi de Corpophi. On peut s'ennuyer au travail, oui, et quand je vois au fond ces quelques Macs ouverts, je sais bien que vous ne travaillez pas. Non, vous vous ennuyez, vous aussi. Et vous n'êtes pas sur Facebook pour des événements aussi importants que dire à Sénat que ça va, mais vous êtes aussi là parce que vous vous ennuyez un peu. En termes, pour résumer ma présentation. Pourquoi l'ennui c'est cool? Parce qu'on peut y trouver du plaisir. Parce que dans ce plaisir, on peut être créatif. Et parce que dans cette création, les questionnements philosophiques peuvent nous amener à être meilleurs. Et l'ennui est bon pour la santé. Mais le travail, c'est pas chiant non plus. Pourquoi? Parce que ça nous apporte fric, statut social, plaisir. Et oui, plaisir avant tout. Quand Didier Deschamps va entraîner l'équipe de France, c'est football, plaisir. Quand M. Gérard va au service expertise comptable, c'est expertise comptable, plaisir. Ça fait plaisir. Et enfin, parce que l'on peut s'ennuyer même au travail. Ce qui casse la boucle parfaite de faux syllogisme de Jules Renard. C'est pour ça que je vous laisserai en vous disant simplement que moi, je préfère travailler quitte à me ennuyer, au moins pour éviter les ennuis. Merci. Je vais appeler Paul Hatt qui va plaider pour. Mesdames et messieurs les membres du jury, chers compatriotes, encore une fois, j'ai beaucoup hésité à revenir sur scène aujourd'hui. En effet, au premier tour, qui fut aussi le dernier, j'ai été repêché par le jury, Clément, qui avait jugé que, malgré ma plaidoirie quelque peu agressive, il était dommage que je cessasse de participer. Je me suis donc beaucoup remis en cause. Fallait-il que je déclare forfait? Fallait-il que je continue? Cas échéant, fallait-il que j'abandonne toute agressivité, que j'attaque le sujet et non plus mon contradicteur, que je mette en avant mes propres arguments avant de souiller ceux de celui que je combats, que je devienne aimable après avoir été si longtemps détestable? Fallait-il que j'accepte le faux, l'inepte, l'inintelligible, que l'indigent fasse loi et fasse foi au sein de cette école? Je ne crois pas. J'ai donc décidé de faire mon devoir, de faire violence à mon ego et de revenir plaider ici aujourd'hui. Plaider avec moins d'impétuosité peut-être, mais plaider pour la bonne cause, celle de défendre un sujet auquel on croit. Hier, à la réception de ce sujet, je frétillais, je renaissais de mes cendres, tel le phénix. Si tu veux être sûr de toujours faire ton devoir, fais ce qui t'est désagréable. Je me suis dit, quelle maxime ridicule, en plus ce vieux faisant de renard me tutoie. Voilà un angle d'attaque. Voilà comment je vais humilier Maître Renard et tous ceux qui tiendraient à peu près ce langage. Soudain, j'ouvris mon bec et fis tomber ma proie. Je relis l'email des hôtes de ces boîtes et je vis qu'il ne s'agissait pas là pour moi de plaider le contre, mais bien de plaider le pour. Il fallait donc ce qui était pour moi fort désagréable, détestable, ignoble, inénarrable. Et c'était mon devoir, je m'y étais engagé. Il fallait donc que je démontrasse que si tu veux être sûr de faire ton devoir, fais ce qui t'est désagréable. Ce sujet lui-même se démontrait donc en moi. Je me trouvais alors humilié, moi-même projeté face à mes propres incertitudes, face à ma propre médiocrité, honteux et confus. Je jurais qu'on ne m'y prendrait plus. Je me suis ainsi dit, peut-être que ce renard est plus rusé qu'on ne le croit, et qu'il paye un déficit de notoriété, qui, comme M. Cécile de Mazancourt aujourd'hui, m'aurait moi-même aveuglé. Je décidai donc de m'enquérir d'autres références qui pourraient étayer les propos de celui que j'appelais désormais le vieux sage.
Je me suis donc isolé à la bibliothèque, seul, sans rien ni Pearson à mes côtés, pour trouver la réelle acception du mot devoir et les raisons de son aspect désagréable aux yeux des hommes. Je décidai donc d'établir ce plan. J'espère le trouver. D'abord, il faudrait étudier les références historiques du devoir, sa définition ancienne, celle qui a été installée bien avant que Renard dise quoi que ce soit. Ensuite, il fallait étudier plus en avant l'œuvre de l'auteur, le roman de Renard, qui nous éclairerait sur sa vision du devoir. Enfin, il fallait faire une analyse du devoir en tant que chose désagréable, une donnée très connue en école de commerce. C'est là le plan que je vous propose aujourd'hui. Voyons tout d'abord ensemble les références historiques et autres étymologies qui pourraient nous éclairer sur le sujet. En effet, le mot devoir est attesté depuis le XIIe latin debere, être redevable de quelque chose à quelqu'un. Mais avant d'être redevable de quoi que ce soit à qui que ce soit, monsieur Cézy de Mazancourt, il faut connaître son devoir, le discerner. Et c'est là la première difficulté du sujet, connaître son devoir. À ce titre, Cécilius lui-même, auteur de l'époque augustéenne, nous dit « Quand il sait son devoir, l'homme est un dieu pour l'homme ». Connaître son devoir serait donc chose impossible, une faculté des dieux du stade supérieur. Et pourtant, nous devons le discerner, le trouver, le distinguer. Car Alexandre Dumas lui-même nous dit que c'est quelquefois pénible de faire son devoir, mais ça ne l'est jamais autant que de ne pas l'avoir fait. Ainsi, Jules Renard souhaite nous aider à localiser notre devoir. C'est en ce sens, monsieur Cézy de Mazancourt, qu'il nous faut comprendre la sentence. Il nous dit qu'en faisant ce qui nous est désagréable, on est sûr, au pire, d'accomplir un devoir. Je vous l'avais dit, en faisant. Ce faisant est la clé. Voilà donc qui nous amène à ma deuxième partie, l'étude de l'œuvre de Renard. Je pris donc les livres de Jules et j'y mis beaucoup de bonne volonté. Je lus notamment le très connu illustre roman de ce Jules, Poil de carotte. Dans ce livre, Monsieur de Carotte, un jeune garçon roux et rejeté de tous, y compris de sa famille, il développe une lucidité cruelle et critique de la vie et des devoirs qui l'accompagnent. Voilà la façon qu'a Jules Renard d'épurer sa vision du devoir. Voilà la façon qu'a Jules Renard d'épurer le personnage principal, d'épurer de Carotte. Le jeune Poil résiste, il repousse la cruauté de sa famille. C'est parce que c'est là le devoir premier de l'homme, ne pas gaspiller son temps sur terre. Dans cette œuvre, Jules fait rire, il fait rire face à l'absurde des hommes. Eh bien, monsieur Cézy de Mazancourt, vous ne me croyez pas? Allez-vous donc mentir à la salle, au jury, à Jules Renard, à monsieur Carotte, à Poil la vérité nue? Vous souhaitez que je retombe dans les travers qui m'ont si longtemps animé, qui m'ont si longtemps dévoré? Ah oui, vais-je devoir cumuler les excès? Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je tenterai de me contenir, de rester dans les limites de la démonstration. Pour mieux expliquer ce qui nous semble abscon, voilà un dessin. Jules Renard ne nous dit pas que toute chose désagréable est un devoir, ce que vous souhaiterez contredire avec un certain empressement. Il nous dit simplement que tout devoir, par essence, est chose désagréable. Voilà la thèse défendue par l'auteur, voilà la thèse, voilà la peinture de cet Auguste Renard. Et voilà comment Jules la solution. Voilà comment Jules le Renard. Après cette étude éclairée de l'œuvre de Renard, passons à ma troisième partie et voyons ensemble en quoi le devoir en tant que chose désagréable s'inscrit pleinement dans nos vies quotidiennes et dans nos vies d'étudiants, évidemment. En effet, quoi de mieux que la vie d'une business school de premier plan pour comprendre ce qu'est le devoir, le sérieux, le travail, l'injonction. Nous qui voyons que de choses, que de thèses, que de cours, que d'auteurs, que de renards, qui passons nos lundis soirs vers 18h à faire nos devoirs, nos mardis soirs à devoir de l'argent au BDE et nos mercredis matins à devoirs fous.
Ne croyez-vous pas, monsieur Saisy de Mazancourt, que ces devoirs nous ruinent, qu'ils nous détruisent à petit feu, qu'ils nous mettent en bière peu à peu? En étant membre de l'association Déclic, ces soirées studieuses, monsieur Saisy de Mazancourt, ces soirées stupéfiantes, vous les connaissez, vous en êtes le roi, Arthur. Vous êtes le roi des ravages du devoir sur la vie des hommes. En fait, nous pourrions très bien dire que le devoir est un art, que seuls certains savent le maîtriser sans en souffrir. C'est l'art du travail, l'art de faire bien, l'art de rendre, l'art de donner. Si vous comprenez la maxime de Jules, ces arts sont réservés au roi. Et pour prendre un auteur contemporain que nous connaissons tous, dans sa chanson « Ça fait des nuits », lorsque Florent Panini, aux gens bien, à l'auditeur, à nous, lorsqu'il nie que la vie doit se construire dans le devoir, en prétendant qu'elle doit se construire dans l'espérance, c'est une erreur terrible. Terrible! Il dissocie l'espérance du devoir, l'agréable du désagréable. Et c'est bien là toute la clé du sujet. Le devoir est espérance, et l'espérance est devoir. D'abord parce que l'espérance n'est pas chose agréable. Monsieur Saisy de Mazancourt, elle nous fait attendre, elle nous fait vivre, elle nous fait survivre, comme poil de carotte. Elle crée l'angoisse, la crainte, l'appréhension. Voilà pourquoi elle aussi se trouve parmi les mots de la jarre que Pandore à carotte. Ensuite, parce que l'espérance nous est nécessaire, parce qu'elle nous est vitale, elle nous définit. Eh bien moi, j'ai cette espérance que la vie porte. Et si mon devoir est par essence désagréable, je le remplis quand même. Parce que sous la chape des nuits enfuies, le devoir nous ramène auprès de la terre, de ce qui fait de nous des hommes, vivre avec les autres. Merci. Mesdames et messieurs du jury, cher public, verbatim, bonjour. Hier, vers 16h, alors que je me réveillais à peine et que j'étais en face de mes céréales, j'ai reçu pour la deuxième fois en 2 semaines un sujet tiré d'une citation d'un mec que je connaissais pas. Donc, comme la semaine dernière, je suis allé demander à mon colloque « Connais-tu Jules Renard ?» À cela, il me juge, Renard de me répondre et me dit tu passes bien contre Paul Hatt, mais tu ne connais pas Jules Renard? Oui, oui. Je lui dis non, reste à la maison, révise ta corpophie. Comme j'avais vraiment pas envie de faire de la corpophie, je me suis quand même un peu renseigné. Et Jules Renard, en plus d'être celui qui a écrit Poil de carotte, comme l'a brillamment expliqué Paul, est une personne qui était plutôt à l'aise et habituée d'écrire des vérités générales sans vraiment les expliquer, en nous les imposant un peu avec la délicatesse d'un troupeau d'éléphants qui fait du trampoline. Donc, si vous voulez, je peux vous donner la citation de lui que je préfère et qui me sert à vraiment dire que je fais pas confiance à ce type, au-delà du fait que c'est quelqu'un qui est devenu célèbre pour avoir écrit un bouquin sur un roux. La citation en question est « Si ton labeur est dur et si tes résultats sont minces, rappelle-toi qu'un jour, le grand chêne a été un gland comme toi. » Alors, première remarque, et c'est Paul qui me l'a fait remarquer, le mec me tutoie, ça commence mal, je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, il se permet quand même de me traiter de gland, sorti de derrière un couloir, ça ne me donne pas vraiment envie de le croire. Donc, tout ceci fait vachement baisser sa crédibilité, et maintenant que je m'en suis pris au bonhomme, on va pouvoir s'en prendre à la citation, qui, vous l'avez compris, est fausse aussi. Donc là, je suis désolé, ça va être un peu dur pour ceux qui ont intégré le M grâce à une parfaitement méritée 20 en maths, 20 en philo, pardon, mais on va faire un peu de maths. Parce que dans ce que nous dit le sujet, on a plusieurs choses. Alors, ne vous inquiétez pas, ceux j'en vois qui commencent à trembler un peu, c'est des maths, mais ça reste facile. Tout ce que dit le sujet, il nous dit 2 choses. La première, comme Paul nous l'a agréablement dit, c'est que l'ensemble du devoir, des trucs qu'on a à faire, parce que bon, je ne vous définis pas les termes du sujet, j'estime que vous les connaissez, est inclus dans l'ensemble des trucs désagréables. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut utiliser la science sereine et souveraine du diagramme en patate, avec ce qu'on appellera le devoir désagréable qui sera le grand D, et le devoir qui sera le petit d. D'ailleurs, on va le corriger ici tout de suite, ce sera plus simple. Voilà. Mais le sujet ne nous dit pas que ça, et c'est là qu'on a tort. Il nous dit
que le sujet il nous dit si tu veux être sûr d'avoir toujours, de faire toujours ton devoir, fais ce qui t'est désagréable. Ce qui implique que quand on va faire quelque chose de désagréable, on va se retrouver à faire son devoir. On pioche n'importe quoi dans le désagréable, et paf, c'est du devoir. Du coup, on a aussi l'inclusion qui va dans l'autre sens. Et là, ceux qui ont fait un peu de maths savent où je veux en venir. Roulement de tambour, ça veut dire qu'on a, d'après Jules Renard, une égalité. Et ça, eh ben, c'est pas vrai. Et je vais vous le démontrer en 3 parties, en 3 temps. La première servira à montrer l'inexactitude de cette implication, la seconde de celle-là, et bon, enfin, à la fin, je vous ferai une 3e partie, une synthèse, un dépassement, un renversement, enfin bref, un truc cool, en vous disant que le devoir a le pouvoir de changer le désagréable en agréable. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec la première partie, et donc dans la première partie, l'idée, ça va être de vous montrer qu'on peut trouver du désagréable qui n'est pas un devoir. Et là, bah, croyez-moi, ça ne va pas être dur. Mettez-vous une claque. Non, mais le faites pas pour de vrai, n'exagérez pas. Bon, donc, à part les 2-3 qui sont un peu trop prompts à se mettre des claques tout seul pour que ce soit pas bizarre, vous avez tous bien réussi. Je vous ai demandé de vous mettre une claque, c'était débile, vous n'aviez aucune raison de le faire, c'était pas un devoir, et pourtant, se mettre une claque, croyez-moi, c'est désagréable, je l'ai déjà fait, ne me demandez pas pourquoi. Donc, là, on est bien mathématiquement, je viens de trouver qu'il existe une claque qui n'appartient pas à l'ensemble des devoirs et qui, pour autant, appartient à l'ensemble du désagréable, qu'on appellerait grand D, ce qui suffit à dire que la première inclusion est fausse et que le désagréable, le devoir n'est pas inclus dans le désagréable. Sauf que je vais pas vous contenter de ça, évidemment, ce serait un peu facile, et on va essayer de faire autrement en procédant par l'absurde. Et là, bon, bah, les non-douteux, je suis désolé, on continue. Donc, on va essayer d'imaginer que tout ce qui est désagréable est un devoir. Et là, bah, vous allez voir que ça ne marche pas non plus. Vous savez, ce qui est vraiment très désagréable, d'être tellement grand qu'on se cogne de la tête sur le dessus des portes. Bon, vous voyez où ça coince? Pour moi, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être un devoir, je ne peux pas me cogner dans le haut des portes. Et les devoirs, non seulement on peut les faire, mais on doit les faire, en l'occurrence je ne peux pas. C'est un nouveau contre-exemple. Donc, je pense qu'on a fini par établir à peu près correctement que la première inclusion est fausse et que le désagréable n'est pas inclus dans le devoir, du moins pas totalement. Voilà. Donc la première inclusion n'existe pas et on va pouvoir s'intéresser à notre deuxième partie. Dans cette deuxième partie, comme je vous l'avais dit, en toute simplicité, nous démontrerons que rien n'est moins vrai que la seconde insertion et que de ce fait, Jules Renard affole sur toute la ligne et ce, quand bien même il persiste et signe, ce qui fait de lui, vous l'avez bien compris, un être très borné, poilonné. Donc, pour la poésie, c'est fait. Donc, je vous rappelle que le but, ça va être de montrer qu'il y a du devoir qui n'est pas inclus dans le désagréable. Et là, je crois que vous savez à quoi je fais référence. Et oui, c'est facile, mais c'est évident. On parle du devoir conjugal. Et rigolez pas, c'est un vrai devoir. Alors, j'ai une pote en parcours droit qui me dit que c'est vraiment... Alors, ça fait partie de la loi et tout. Donc, ça veut dire que ceux qui sont un peu mettez-vous-y, parce que vraiment, il y a la loi. Voilà. Donc, après, je vais quand même ouvrir une parenthèse. Je sais, et c'est bien triste, que c'est pas agréable pour tout le monde de remplir ce devoir conjugal. Voilà. Bon, mais je vais pas m'étendre trop en profondeur sur cette position parce que je me mets quand même plutôt du côté de la majorité et je suis parti du principe que globalement le devoir conjugal quand ça va, ça vient, ça va. Donc là-dessus, encore une fois, on a procédé exactement de la même manière que la fois d'avant, je vous avais prévenu, c'est assez mathématique. Et donc, on s'est trouvé un contre-exemple qui prouve que le devoir n'est pas inclus, en tout cas pas complètement, dans le désagréable. Et on va vous en trouver un autre contre-exemple, un autre devoir, peut-être plus beau, c'est pas à moi de juger, et suffisamment important, notre devoir de républicain, notre devoir de français, le devoir de voter. Oui, mais voter, c'est plus en droit qu'un devoir, en fait. Ah ouais? Eh ben, n'hésite pas à appliquer ton droit à fermer ta gueule d'ici la fin de la plaidoirie. Je disais, le devoir de voter, c'est un devoir extrêmement important, c'est quand même quelque chose qui nous permet d'exprimer notre liberté de penser, notre liberté de vouloir avoir un avenir dans notre pays et puis de soutenir une personnalité politique ou alors un parti qu'on aime, une idée que tu aimes percevoir comme
comme la meilleure, la plus belle, et je suis sûr que Paul ne me contredira pas sur ce point. Et donc voilà, l'exemple de la politique, en fait, c'est quelque chose qui va être parfait pour moi pour glisser vers ma dernière partie. Et oui, j'ai préparé mes transitions. Et donc, parce que grâce à ça, en fait, je peux vous dire que on arrive dans la dernière partie de mon ensemble, tout bien possible. C'est le moment où on va se rendre compte que le devoir a le pouvoir d'induire un changement de ses mains tenant les éléments désagréables pour en faire, comme je vous l'avais dit, de l'agréable. Donc, on sait que faire quelque chose par devoir, c'est parfois contraignant, contrairement à, par exemple, un contrat blanc, mais le devoir, c'est aussi faire quelque chose en suivant la morale, en suivant les institutions, la loi, les règles, enfin bref, tout un tas de trucs, peut-être même Dieu parfois. Donc c'est un certain nombre d'institutions avec lesquelles vous n'avez, croyez-moi, pas envie de vous mettre en conflit. Demandez à Prométhée, le mec qui est comme un pro monté sur l'Olympe, rapportant la lampe, et s'est retrouvé accroché à vie, arraché à vie. Donc voilà, c'est pas un exemple qu'on a envie de suivre, en tout cas en ce qui me concerne, et ça ne tente pas plus que ça. En plus de ça, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que en agissant par devoir, on se retrouve à être poussé par quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus beau, et donc on peut réussir à transformer ce qui était une corvée de vaisselle rébarbative, on peut même dire peut-être même chiante si je pouvais me permettre, et on va, en considérant que c'est un devoir de faire ça, on se retrouve alors à travailler à l'hygiène, à la santé, à la propreté de la communauté, ce qui a quand même vachement plus de classe, vous admettrez. Et donc, grâce à ça, en considérant une démonstration pareille, on a réussi à transformer ce qui avait l'air désagréable en quelque chose d'agréable grâce au fait de suivre son devoir. Alors ne laissez plus personne jamais vous dire que faire ce que vous devez faire est désagréable et que il faut plutôt laisser de côté ce qu'on doit faire parce que c'est désagréable. Je sais qu'aujourd'hui j'ai utilisé beaucoup le mot désagréable, j'en ai beaucoup parlé, alors je conclurai en vous disant que si vous agissez par devoir et si vous faites ce que vous avez à faire, vous n'aurez rien d'autre que des agréables surprises. Merci. Bonjour à tous. Donc d'ores et déjà, par cette citation, Verbatim annonce ma couleur et me donne le feu vert pour m'exprimer. Si donc vous me laissez carte blanche, j'aimerais vous commencer par vous raconter une petite histoire. Alors je vous le dis tout de suite, de but en blanc. Je parlerai en prose et non en vers. Non pas que je n'aime pas la poésie, mais je préfère laisser à Prévert et à Verlaine le soin de vous narrer des subtilités plus nuancées. Sans vous faire plus attendre, donc, laissez-moi vous raconter une petite bluette inspirante qui servira de tremplin dans ma démonstration. Il y a quelques mois de cela, j'étais donc dans le bus, je rentrais chez moi tranquillement, la lampée, le cœur en fête, la truffe au vent, bref, je voyais la vie en rose. Quand, soudain, une jeune fille, pour une raison obscure, à la vérité, je lui ai fait une grimace, se met à me reprocher vertement d'effets trou blanc. À la vérité, elle s'était montée la tête toute seule, et donc immédiatement, je l'envoie sur les roses. Grave erreur, voyant rouge et s'imaginant que la voyant ainsi, j'aurais d'elle une peur bleue, elle tente de me mettre un marron, bref, un œil au beurre noir. Vous l'imaginez bien, tentant ainsi de m'en faire voir de toutes les couleurs, mais dans un bus noir de monde, elle a fini par sortir rouge de honte. Rouge de honte. Quant à moi, après m'être fait des cheveux blancs sur cette histoire, je finis maintenant par en rire jaune. Alors pourquoi cette anecdote, me diriez-vous, donc par l'amour du bon mot? Oui, tout d'abord, certes, mais surtout parce que cette histoire montre bien que lorsque l'on réfléchit trop, on en devient tout de suite beaucoup plus morose et que de la morosité à la rage, il n'y a qu'un pas. Ce qui m'amène à ce constat, quand j'y réfléchis, si la matière grise était rose, personne n'aurait vu d'idée noire. Et d'ailleurs, c'est plus amusant puisque j'ai vu hier en ouvrant mon mail que Pierre Dac avait dit exactement la même chose et que c'était mon sujet d'aujourd'hui. Parfait, donc, puisque j'y avais déjà réfléchi. Pierre Dac, homme fin par excellence et cordon bleu à ses heures perdues, était effectivement inspiré ce jour-là. Alors, la matière grise, autrement plus connue sous le nom de cortex encéphalorachidien,
ou pour les plus érudits d'entre vous, on emploiera le mot cerveau, peut être défini comme un amas de cellules qui nous sert à émettre des pensées, à réfléchir. Utile, n'est-ce pas? D'autant plus que la nature étant bien faite, elle nous en a doté une bonne part à chacun d'entre nous. Enfin, une bonne part, c'est encore variable, tout dépend du sujet. Mais l'esprit, donc, pour être le plus utile des instruments, n'en est pas moins parfois le pire des adversaires. Et c'est là le revers de la médaille que j'aimerais examiner avec vous. Alors, la raison est bien simple. La matière grise est triste, non pas parce qu'elle est grise, c'est un autre sujet, mais parce qu'elle nous permet de réfléchir et que c'est bien connu aujourd'hui, réfléchir sur le monde est le plus court chemin vers la défenestration. Regardez, vous faites déjà quelque chose. Alors, je vous vois déjà venir, vous allez me dire que je suis beaucoup trop négative, que je devrais, je ne sais pas, dégager plus d'énergie, de bonne humeur en parlant de ceci. C'est peut-être vrai, mais je vais plutôt vous montrer là où je veux en venir en lisant un extrait choisi de quelques auteurs qui eux-mêmes ont peut-être un peu trop pensé. D'où vous vient, disiez-vous, cette tristesse étrange? 3 petits points. Vivre est un mal. Baudelaire. Avant tout, nul être humain n'est heureux. Il aspire sa vie entière à un prétendu bonheur qu'il atteint rarement, et quand il l'atteint, c'est seulement pour être déçu. Schopenhauer. Ou encore, la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les mots. Bon, si c'était pour être triste à ce point-là, il aurait peut-être mieux fait de s'arrêter avant de les avoir tous lus. D'ailleurs, permettez-moi d'utiliser un autre point de vue peut-être plus visuel qui vous fera comprendre là où je veux en venir. J'emprunte cette figure à Rodin. Bon, c'est vachement marrant. Alors oui, c'est un fait, la tristesse est le poison de l'âme, et l'esprit gris, qui se nourrit de ses propres préoccupations et ressasse sans cesse ses plus simples soucis, sort souvent sonner et sombre dans la noirceur. Et c'est à ce moment-là, donc, quand on est perdu, quand on rit jaune pour ne pas avoir d'idées noires, pour ne pas broyer du noir, on se pointe à rêver d'un monde où la matière grise serait rose et où les idées noires seraient remplacées par des rêves bleus. Or, ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Il existe, et il est d'ailleurs bien plus proche que ce que vous pouvez penser parfois. En effet, nous allons réfléchir un peu ensemble et examiner une situation très commune, très partagée, où la matière grise devient rose. Avez-vous déjà été amoureux? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de légèreté, de gaieté, d'insouciance qui vous fait descendre la rue et siffler comme un rose signol? Je ne peux plus m'en empêcher. Alors que vous allez simplement acheter du pain. Ce petit côté fleur bleue qui nous rajeunit tous, j'aimerais l'étudier avec vous. Enfin, je vous parle d'amour comme je vous parlerai du bonheur, car voir la vie en rose, c'est quand même quelque chose de particulier, au sens cérébral du terme. Enfin, soyons honnêtes, la joie, comme la gaieté, comme l'amour, comme la drogue, ont bien un point commun. Et quel est ce point commun? La réponse est simple, l'absence de réflexion. L'absence totale de réflexion, l'état de béatitude qui a fait écrire au plus grand poète des temps modernes « All you need is love ». All you need is love. Personnellement, j'ai entendu cette chanson après m'être fait larguer. Je peux vous dire que vous ne pensez pas du tout que All you need is love à ce moment-là de votre existence. Tout est logique donc. Si en réfléchissant, je me rends malheureux, alors quand je ne réfléchis pas, je suis heureux. Donc si la matière grise était rose, autrement dit, si nous étions tous imbéciles ou amoureux, on n'aurait pas de pensée noire. Alors je vais conclure par 2 exemples plus concrets de cette absence de réflexion, qui est plutôt des idées noires qui viennent de la réflexion. Vous avez forcément expérimenté l'enfer du texto lors des premières semaines d'une relation amoureuse. C'est bien puisqu'on vous parle d'amour.
Je vais vous la faire rapidement pour essayer de vous remettre dans le contexte. Vous attendez pendant une demi-heure que votre téléphone sonne. La réponse donc de l'être convoité, l'être aimé, avec qui vous sortez ou pas, peu importe. Donc vous êtes là près de votre portable et vous vous mettez à penser « Non, il répond pas, mais je me plus Samy, c'est là, c'est moi, c'est pas possible, j'aurais jamais dû lui envoyer MDR, personne n'envoie MDR, c'est complètement dépassé. » Le portable sonne, vous lisez, vous prenez le texto, vous lisez le coup, et ensuite vous passez une demi-heure à analyser chacun des mots de ce texto. Et quand vous l'avez bien analysé, quand vous en avez fait presque un tableau croisé dynamique sur toutes les significations que oui, je vais bien et toi pourrait avoir, alors vous commencez à passer un autre quart d'heure à rédiger la réponse à ce texto, en faisant vos mots, vos phrases, en y mettant un soin tout particulier. Vous vous torturez. Vous êtes mal à l'aise, puisque vous savez qu'après vous allez de nouveau attendre une demi-heure qu'elle vous réponde. Et d'ailleurs, pour quel résultat? Oui, lol, moi aussi. Ou encore, tenez un autre exemple rapide. Vous avez tous, ou peut-être pas, si vous êtes plus malins que moi, vous vous tous peut-être retrouvés dans cette situation où quelqu'un qui a beaucoup plus de répartie que vous balance une punchline détonnante en plein milieu et vous cloue le bec. Forcément, vous êtes mal à l'aise. Vous rentrez chez vous et c'est là, sur le chemin, que vous dites « Bon sang, bien sûr, j'aurais dû lui répondre ça. » Et là, vous savez que votre soirée est gâchée parce que vous allez passer des heures et des heures à ressasser cette phrase et à refaire la scène jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, presque jusqu'à ne plus endormir. Et au fond, c'est malheureux parce que vous le savez bien, malgré tous vos efforts et toutes les heures qui seront passées à essayer de repenser cette scène, vous êtes et resterez une courge en public. Alors voilà, oui, si la matière grise était rose, personne n'aurait plus d'idées noires. C'est vrai, c'est même une évidence. Et je conclurai en disant que c'est à une véritable réflexion sur le bonheur que nous amène cette citation, puisque, cher public, vous en conviendrez, dans certains cas, mieux vaut être un imbécile heureux qu'un triste penseur. Mesdames et messieurs du jury, verbatim, chère Agathe, cher public, bonjour. Si la matière grise était rose, personne n'aurait plus d'idées noires. Enfin, un peu de couleur dans les sujets d'aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le constater, par contre, moi, je porte, vestimentairement parlant, le deuil de ce sujet. Car oui, c'est un véritable arc-en-ciel de confusion, cher verbatim, que vous nous proposez là. Alors, Agathe, moi aussi, je vais m'essayer un peu au jeu de mots colorés. Alors, voici une petite histoire. Avant de recevoir le dit sujet, j'étais tranquillement installée face à la grande bleue en sirotant un verre de rouge, discutant du péril jaune et des méfaits de l'or noir au Moyen-Orient. Le un blanc s'installa dans la conversation, tandis que je recevais le tant attendu mail. J'éclatais derrière jaune, j'étais marron. Oui, j'avais carte blanche, mais j'entrais bientôt dans une colère noire. Ce sujet, dont je crois annoncer la couleur, est en effet à mes yeux éminemment politique. Un notable, vous ne l'avez pas vu. Si la matière grise politisée serait, selon l'auteur, tout simplement socialiste. À mi-mandat, je crois que M. Hollande n'est pas le dernier de ce pays à avoir des idées noires. Je me trompe peut-être. Mais dans ce cas-là, explorons le sujet, les ouvrages, les sondages, faisons des conjectures plus ou moins hasardeuses et hautes en couleur. S'il s'avérait qu'en 2017, la matière grise était verte, alors le silence ça pousse doublerait ses heures d'audience. En revanche, plus terrible polémico, si la matière grise était bleu marine, je pense que tout le monde boirait peut-être pas d'une main, mais en tout cas des noirs. Mais ne nous mélangeons pas les pinceaux et analysons le problème. Selon M. Dac, le corps cellulaire neuronage, ainsi que les cellules gliales de notre cortex cérébral, apparaissant gris au microscope, étaient en réalité d'une couleur rosacée. Alors, nous verrions tous, mesdames et messieurs, la vie en rose. Réduire ainsi la substantifique moelle de la pensée à un vulgaire coloris me paraît réducteur. Je vais vous poser une question. Auriez-vous acheté 50 Shades of Pink? Si Blanche-Neige avait prétendu s'appeler Rose-Neige auprès de ses nains, elle aurait eu un sérieux problème de crédibilité, hein? Non, cher jury, je ne pense pas
que l'on puisse cautionner la pensée de Monsieur Dac. Non, Pierre, je ne suis pas Dac. Pour illustrer mon propos, je vous invite à effectuer une première incursion anatomique qui nous permettra de démontrer par exemple que notre matière grise n'influe pas les idées qu'elle produit, la couleur des idées qu'elle produit. Enfin, nous pourrons interroger spécifiquement la légitimité du rose, des couleurs, ainsi que leur interprétation poétique. Mon premier réflexe a donc été d'attraper mon téléphone par rose, je précise, pour appeler papa. En effet, nanti d'un papa chirurgien, j'ai eu la chance d'effectuer mon stage de 3e, d'une part dans l'arrière-boutique du Casino Market du karting et au bloc opératoire. J'y ai notamment vu l'expérience assez traumatisante. Mon père découpait littéralement en deux une petite mamie endormie sur la table d'opération avec une scie électrique. Ayant rapidement perdu toute couleur, j'en ai toutefois retiré un enseignement. Toujours aller sur le terrain. Mon père me le confirma lors de mon appel téléphonique et c'est pour ça que je veux mener avec vous une petite expérience scientifique. Entamons donc, comme le fit le respectable docteur Hannibal, un raid dans les ténèbres du bulbe encéphalique. Après un brainstorming au sens propre du terme, orageux. Ouvrons un cerveau lambda ensemble, pas le mien, mais celui de ma coiffeuse Sandrine. Et perdons-nous entre diencéphale, thalamus et autres cucurbitacées indigestes pour beaucoup, sauf pour monsieur Lecteur. Alors, si tu le permets, Sandrine, plutôt que de te placer ici de manière à ce que tout le monde te voit, voilà, nous allons scalper sans pleurs et sans douleur ce crâne qui sent bon le Schwarzkopf. Alors, tu entames toute la journée à présenter ton tour. Allons-y. Ouverture de la boîte crânienne. Les premiers constats empiriques sont sans appel. En mini-absorption de neurones, nous observons une substance grise qui blanchit à mesure que l'on observe le centre du dit organe. Un cerveau tout à fait classique, semble-t-il. Mais penchons-nous de plus près. Qu'observe-t-on? Une substance rosée qui bouge l'encéphale droit. Alors vous allez me dire, je viens avec toi, là, je suis en train de couler de tour, tu es en train de donner du grain à moudre à Agathe. Laissez-moi quand même. Il s'avère que notre sujet d'expertise et d'expérience, Sandrine, avait depuis quelques mois une consommation excessive de crevettes roses du Canada. Qui explique donc cet encéphale, non seulement censé être gris et ici rose. Bon. Eh bien, vous allez me dire, à ce moment-là, il dit Sandrine croquait la vie comme elle croquait les crevettes. Sandrine dansait la vie, chantait la vie, c'est un bon vivant. Eh bien non. Le 24 janvier dernier, Sandrine tenta de s'immoler dans sa machine à permanente. Après s'être taillé les veines avec ses ciseaux de coiffure, lassée d'une vie que ni les aboiements de Bikini, le bichon avané de sa patronne, ni les teintures régulières bleu-platine de Madame Michaud qui parvenaient à éveiller. Merci Sandrine, nous prendrons de tes nouvelles. Démonstration sans appel, cher jury. Malgré sa gaie couleur, l'encéphale de Sandrine ne parvint pas à lui éviter un sort incertain. Elle ne gomme à rien ses mémoires. Car qu'est-ce que ces citations au fond? C'est joli, c'est de la poésie, un calembour d'égaléjade. Mais le lyrisme c'est bien, la logique c'est mieux. Je suis contre le laxisme intellectuel et verbal de M. Dac. Il a voulu faire rire, il a voulu détourner le propos de la science. Quant à nous, sans mélanger le jeu de Descartes, nous avons réussi à analyser le problème de manière scientifique. L'encéphale de Sandrine, qui lui fit voir les roses et les pamules, nous a en effet permis de démontrer l'absence de lien causal entre la couleur de l'organe et celle des idées engendrées par celui-ci. Allons jusqu'au bout de cette démonstration scientifique. Et dans un second temps, interrogeons-nous directement sur le rose, le gris, le noir ici évoqué. Au fond, qu'est-ce qu'une couleur? Je vais raviver des souvenirs proches mais douloureux. Cette histoire de fameuse robe. Team noir et bleu, team blanche et dorée. Quelle est la couleur de la robe? Bon, l'interprétation est simple. En fait, les couleurs changent en fonction de la quantité de lumière reçue par notre cerveau. Et nous voyons la robe une couleur ou une autre. C'est donc moins la couleur qui importe que l'interprétation qu'on en fait. Et M. Dac, humoriste de renom, avait quand même un sérieux problème chromatique. Parlons un peu de son parcours. Il a commencé au cabaret La Lune Rousse, avant de passer au Mage Rouge, et de rencontrer son meilleur ami, Francis Blanche.
Ceci explique cela. C'est une vision haute en couleur, et M. Dac, nous content d'avoir violé toutes les lois de la médecine, essaye maintenant de nous noyer dans une palette de clichés chromatiques que je peux faire questionner avec vous. Car le rose, précisément, qu'est-ce que c'est? Pourquoi le rose serait-il plus gai que le gris, le noir? Que, cite ici M. Dac. Piaf avait beau chanter la vie en rouge, en rose, pardon, son hémorragie cérébrale lui fit voir la mort en rouge. Et puis la vie en rose. Revenons à la poésie, le domaine de prédilection de M. Dac. Interrogeons les grands, Ronsard et sa rose. Le poème le plus funèbre, dramatique et cafardeux de toute l'histoire de la poésie française. La rose qui le matin est éclose, le soir flétrit, périt et meurt. En une journée, elle devient symbole d'éphémère, de vieillesse et de mort. Merci le rose. Sympa. Loin de rejeter les idées noires, épineuse couleur, tu en es la racine. Alors pourquoi un tel acharnement? Au lendemain de la journée de la femme, je voudrais faire passer un petit message. Arrêtez avec le rose. Pourquoi ne pas nous attribuer une autre couleur que le rose? Au lieu des mots roses, les mots bleus, les mots que vous dites avec les yeux. Car le rose, mesdames et messieurs, ne mène nulle part. Le rose peut mener tout à chacun à sa perte, de la même façon que le noir. Et pourtant, le chef-d'œuvre de Stendhal, n'est-ce pas le rouge et le noir? Quelqu'un ici a-t-il déjà entendu parler du rose et du vert? Non, ce n'est pas une blague. Stendhal a essayé de surfer sur la vague des titres chromatiques, et après avoir entamé le rouge et le noir, après le succès du rouge et du noir, il a essayé d'écrire le rose et le vert. Échec total. Ce titre ne parut jamais, et Dancy, le président du Stendhal Club, résume, tandis que les écrivains du XIXe siècle, roi du noir, Stendhal, lui, roi du rose. Voyez, monsieur Dac, on peut broyer du noir comme du rose comme roi du noir. Après tout, le goût et les couleurs. Voilà comment interpréter cette citation faussement fleurie et colorée. En décortiquant le cortex humain et ses secrets, et en interrogeant la pensée des plus grands dont se réclame l'artiste Dac, nous arrivons alors à une constatation sans appel. Le rose, loin d'influencer ou d'amplifier les idées noires, est une illusion d'optique, un cliché maintes fois utilisé. Quelle que soit la couleur de notre cortex, nous pouvons tous, un jour ou l'autre, avoir des idées noires et leur psychologie. Les amis, j'ai une triste nouvelle. Sandrine est décédée. Cher public, chers jurés, redoutables et redoutés contradicteurs, on m'a demandé de montrer que le bonheur se fortifie du malheur d'autrui. Lourde tâche que la mienne aujourd'hui, lourde tâche que la mienne. Vous me demandez de démontrer l'indémontrable. Vous me demandez de vous faire ouvrir les yeux sur la vérité de ce monde. Nous sommes tous hypocrites. Nous sommes tous hypocrites. Quand Galilée a passé toute sa vie à démontrer que la Terre tournait autour du Soleil, vous me demandez, verbatim, en 10 minutes seulement, 10 minutes, de prouver à tous les gens qui sont assis ici ce soir que ce sont des monstres. Car oui, je vous regarde, tous ici, vous êtes des monstres. C'est en tout cas ce que la verbatim peut vous faire croire. J'ai entendu que dans la salle, certaines personnes ici, et ce sont mes amis de l'administration, un certain Régis G, pour garder son anonymat, ce Régis G m'a dit que certaines personnes ici avaient dévalidé PCE, projet création d'entreprise. Et vous avez de la chance car, avec ma plaidoirie, il y aura un cours de rattrapage. Alors l'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est très simple. Il y a des gens qui ont un problème. Généralement, quand on a un problème, on est malheureux. Et il y a un petit malin qui s'aperçoit que ces gens ont un problème. Et ce petit malin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réfléchir à une solution qui va résoudre le problème des gens malheureux. Et avec cette il va vendre cette idée. Les gens malheureux vont acheter l'idée du petit malin. Le petit malin va s'enrichir, le petit malin va être riche. Et quand on est riche, on peut s'acheter ce qu'on veut. Et quand on s'achète ce qu'on veut, on est heureux.
le bonheur du petit malin est renforcé par le malheur des autres. Si les autres sont plus nombreux à être malheureux, s'ils sont plus malheureux, ils vont acheter la solution du petit malin. Autrement dit, le bonheur se fortifie du malheur des autres. À vrai dire, je pourrais m'arrêter là. En 1 minute 50 chrono, je viens de terminer mon sujet. Mais à vrai dire, c'est parce que les règles m'obligent à rester 6 minutes de plus que je vais brader le temps. Et je vais brader le temps en 3 points. Mon premier point, je vais dire que oui, le bonheur se fortifie du malheur des autres. On appelle ça la vengeance. Mon deuxième point, le contraire de cette phrase est absurde. Et on appelle ça de l'hypocrisie. Et mon troisième point, je n'ai pas encore de troisième bras, mon troisième point sera de dire que le bonheur se fortifie de la tristesse des autres, et on appelle ça le sadomasochisme. Vengeance, hypocrisie, sadomasochisme, la vérité sur l'enfer des plaidoiries. C'est marrant. Le bonheur se fortifie du malheur d'autrui, oui, on appelle ça la vengeance. Et pour ça, je vais vous diffuser l'extrait d'un film de Quentin Tarantino qui s'appelle Inglourious Basterds. La scène se déroule à Paris en 1944, dans un cinéma. Et Hitler assiste à la projection. Il assiste à la projection avec sa légendaire stoïcité face aux événements. Nine, 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 nine. Que les membres germanophones du jury me disent si mon accent est bien ou pas. Ya, ya, ya. Et à ce moment-là, 2 GI américains, juifs, rentrent dans la pièce, armes au poing, ils mettent un grand coup de pied, et là c'est peut-être le moment le plus jouissif du cinéma américain. Pa, 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 pa. Mais quel kiff! Mais quel kiff! Hitler, il prend ses balles comme ça, et toi, derrière ton écran, mais tu kiffes! Alors que, il a mal. Il a mal. Car oui, la vengeance, c'est jouissif. C'est jouissif, et c'est pour ça qu'on dit que c'est le plaisir des dieux. La vengeance, c'est le plaisir des dieux, et que s'il la garde, eh bien, c'est parce que c'est un outil trop puissant pour la laisser aux mains de simples mortels. Et pour ça, j'aimerais utiliser la mythologie. J'aimerais utiliser le mythe des Atrides. C'est un peu d'émotion parce que c'est la première fois en 4 ans à l'EM que je vais utiliser mes cours de prépa. C'est la première fois en 4 ans à l'EM que je vais utiliser des connaissances. Donc le mythe des Atrides, c'est quoi? C'est une famille qui est maudite par les dieux. Et qu'est-ce qui va lui arriver à cette famille? Un meurtre, infanticide, inceste, insalubrité. Et c'est la déesse Athéna qui va intervenir et qui va dire « Stop, je prends votre vengeance, car la vengeance se nourrit du malheur des autres. » Mon deuxième point maintenant. L'inverse est stupide, et ça, on appelle ça de l'hypocrisie. De l'hypocrisie, messieurs, dames. Oui, je vous le dis. Le bonheur d'autrui ne me rend pas, moi, heureux. Qui est heureux quand un inconnu gagne à l'euro-million? Personne. On s'en fout. Et comme c'est un proche, alors oui, je vais être content. Mais bon, c'est pour gratter, un sou par-ci, un sou par-là. Alors je vais lui dire, waouh, je suis trop content pour toi. Mais attention, je ne signifie pas je suis content. Non, je dis seulement si j'étais à ta place, je serais content. Mais je ne suis pas à ta place, donc va crever. Nous sommes tous hypocrites. Et de la même façon, le malheur des autres ne me rend pas, moi, malheureux. Non. Si c'était le cas, nous serions tous au programme d'assistanat, le programme de tutorat des jeunes en difficulté de l'association Astuces Lycéens. Mais vous faites du ping-pong et du tai chi tous les jeudis après-midi. Du ping-pong et du tai chi. Et ceux qui font le tutorat,
En fait, c'est juste qu'ils n'aiment pas le sport. Et d'une manière générale, on a chacun nos petits problèmes, on a chacun nos soucis. En ce moment, c'est la banqueroute chez les Rabbins. Hollande nous a tout pris. Tout pris. Pour la première fois depuis la crise de la bulle d'Internet, nous n'irons pas skier à Courchevel. Courche pour les intimes. Nous irons à Megève. Nous irons à Megève et on songe même à vendre la chasse familiale de Sologne. Papa y songe. Alors vous comprendrez que le vague à l'âme de tout à chacun, moi personnellement, j'en ai rien à faire. En conclusion, ça ne se voit peut-être pas, mais avant de monter sur scène, nos amis plaideurs ici et moi-même, pour nous c'est un supplice. C'est un supplice. Nous recevons les sujets un dimanche à 17h. On a que ça à faire le dimanche à 17h. Et on nous impose le sujet. Sur ce sujet, nous devons être rigolos, nous devons être pertinents. Alors bien sûr, nos blagues sont toujours très drôles sur notre feuille. On s'imagine à notre bureau à quel point vous allez rigoler le lendemain. C'est souvent pas là que vous rigolez. Et puis on attend longtemps. La boule monte, l'estomac se contracte. Alors on se dit, il y a toujours moyen d'annuler. Certains le font vraiment. On se dit qu'on va peut-être appeler verbatim. Le bus 3, les pneus ont crevé, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir venir. Et puis, vous nous trouvez, généralement cachés dans les toilettes du 4e étage. Et là, il faut plaider. Et là, vous rigolez. Et là, vous applaudissez. Et j'en viens à me poser une question, une dernière question. Dans le fond, cher public, cher jury, n'êtes-vous pas la preuve, n'êtes-vous pas l'exemple même que votre bonheur se fortifie du malheur des plaideurs ?